En effet, les mots conférence inaugurale sont un peu impressionnants, mais disons qu'on va essayer de traverser ensemble. euh, je ne sais pas si on peut dire ce qu'est la littérature israélienne, puisque nous n'avons pas beaucoup de temps pour dresser un panorama complet, et ça serait un peu vain. Mais j'ai eu envie de tirer un fil à travers le temps, et un fil qui nous permettra d'arriver jusqu'à aujourd'hui, demain et après-demain, avec les auteurs et intervenants qui prendront la parole, et que je suis très heureuse d'accueillir ici. Et je remercie beaucoup, beaucoup toute l'équipe du banquet de m'avoir fait confiance et d'avoir préparé avec moi ces quelques jours, qui, j'espère, vous donneront une vision peut-être plus intrigante et inattendue que celle qu'on a des lettres israéliennes de façon générale en France, à travers des auteurs connus et reconnus. Là, nous avons des auteurs également connus et reconnus, dont les parcours sont plus atypiques, et j'arriverai à eux en seconde partie. Parce que ce que j'avais envie de vous dire pour commencer, c'est que lorsqu'on parle de littérature israélienne, on se dit, bon, c'est la littérature d'un État qui aura 70 ans l'an prochain, donc un État très très jeune. Et peut-on réduire la littérature israélienne à cette temporalité-là de 70 ans? Je suppose que vous imaginez que l'histoire est un petit peu plus compliquée, puisque cette jeune littérature israélienne s'appuie principalement sur une langue, l'hébreu, qui est, elle, une langue extrêmement ancienne, la seule langue de l'Antiquité parlée encore de nos jours, la langue qui a donné lieu aux textes sacrés, à la Bible, au Talmud, à toute une littérature rabbinique pendant des siècles, et qui est réputée pour avoir ressuscité à la fin du XIXe siècle, même si on peut considérer évidemment qu'il y a eu une créativité et une évolution de la langue entre la chute du deuxième temple de Jérusalem et la renaissance de l'hébreu. Ce XIXe siècle a évidemment marqué un tournant très très grand dans la vitalité de la langue, dans sa façon de s'emparer du monde et du réel. Parce que, sans entrer dans un cours fouillé sur l'évolution de l'hébreu, ce qui a posé problème pendant plusieurs siècles, c'est le caractère sacré de la langue hébraïque. Enfin, je dis problème sur le plan littéraire. Il était difficile pour les auteurs, les penseurs, les écrivains désireux d'écrire en hébreu, de s'approprier une langue sacrée pour des sujets qui ne l'étaient pas forcément. Et donc, j'avais envie de tirer ce fil pour arriver ensuite à nos auteurs qui, eux, se sont bel et bien emparés de cette langue, qui est leur langue maternelle, en partant d'un article paru dans la revue Babel, justement, d'Asher Salah, professeur à l'Université de Jérusalem. Y a-t-il eu un roman hébraïque? Et je voulais vous en lire quelques extraits pour planter le décor de l'évolution de la langue et de l'approche de la fiction en littérature hébraïque d'abord, avant d'arriver au tournant de la littérature israélienne. Donc il faut reconnaître qu'à partir de l'abandon de l'hébreu comme langue de communication quotidienne, toute la littérature rédigée dans cette langue est d'une certaine façon artificielle, confrontée à la difficulté de réactualiser un patrimoine linguistique clos dans de nouveaux contextes. Reste le fait en tout cas que dès la période de la Mishnah, et tout au long du Moyen-Âge, l'hébreu maintient une physionomie constante dans son emploi pour des genres littéraires bien définis et stables, dans un système qui reste à bien des égards très conservateur et peu flexible pour de nouvelles exigences locutoires. Pour des genres non concernés par le modèle biblique de référence, les Juifs du Moyen-Âge ont recours en général aux langues vulgaires des peuples parmi lesquels ils vivent. Ainsi, une bonne partie de la littérature philosophique est rédigée en arabe, étant bien entendu que l'on se sert de l'hébreu, simple calque dépourvu de prétentions stylistiques, pour traduire ces textes pour les Juifs qui ignorent l'arabe, en créant cette langue hybride et abstruse, connue comme langue des Tibonides, du nom de la dynastie des traducteurs provençaux
qui introduisirent entre le XIIe et le XIVe siècle les grands ouvrages philosophiques et scientifiques arabes dans le circuit culturel des Juifs de l'Occident chrétien. En revanche, pour les textes écrits en hébreu, l'auteur est obligé de puiser dans la langue de la Bible, apprise sur les bancs de l'école depuis l'enfance, à travers un procédé d'assemblage de fragments et syntagmes tirés des versets de la Bible que l'on désigne avec le terme hébreu de shibutz. Cela implique que l'écriture en hébreu n'est jamais innocente et met en acte toujours, d'une façon ou d'une autre, un jeu de réminiscence et de renvoi au texte biblique. Ce jeu d'écho entre une langue moderne et ses réminiscences bibliques est évidemment central dans la littérature israélienne contemporaine, mais central, et on le verra à travers quelques auteurs évoqués, de manière paradoxale, puisqu'il y a d'un côté les auteurs qui affirment et assument ces réminiscences, et de l'autre, ceux qui chercheront justement à provoquer un hiatus entre la tradition biblique et leur propre approche de la langue et de la littérature. Alors si nous poursuivons toujours avec ce texte, on arrivera justement à l'explication du shibutz par le critique et poète israélien Dan Pallis, qui a proposé, lui, de distinguer justement 3 mécanismes fondamentaux d'intertextualité mis en jeu par la pratique de la citation biblique. La citation qui maintient le sens original du verset biblique dans le nouveau contexte, celle qui en modifie le sens en jouant sur l'effet de contraste entre le contexte originaire et l'actuel, et celle dans laquelle le rapport avec le contexte d'origine n'est pas pertinent. Ces frottements, selon moi, sont extrêmement particuliers à la langue hébraïque et à la littérature israélienne contemporaine, mais ils vont s'ajouter à d'autres frottements, et là on rejoint la question de Babel, qui sont celles des langues autres que l'hébreu, qui étaient les langues maternelles d'une grande partie des premiers auteurs israéliens. Des auteurs comme, nous allons voir plus loin, comme Chaim Nachman Bialik ou Samuel Yosef Agnon, parlaient hébreu, maîtrisaient l'hébreu, mais ce n'était pas leur seule langue maternelle, leur seule langue de pensée. Et on assiste au XIXe siècle et au début du XXe siècle à une prise en charge de la réalité juive par la langue hébraïque qui va également prendre en charge les grands bouleversements que traverse le peuple juif à l'époque moderne, avec 4 grandes étapes qui sont autant de bouleversements et de révolutions. La première, peut-être, c'est ce que l'on peut appeler la sortie du ghetto, c'est-à-dire l'ère moderne, le XIXe siècle, qui marque l'entrée des Juifs dans la modernité et pour certains même dans la nation, comme en France, dès la Révolution française. Et cette sortie du ghetto, symbolique ou réelle, s'apparente pour certains à un désir d'oublier leurs origines et pour d'autres à un déchirement, puisqu'il s'agit d'oublier ou d'effacer, de gommer ce qui a fait la particularité de ces sociétés pendant des siècles pour s'intégrer, voire s'assimiler à la société environnante. Et donc ces déchirements, on va les retrouver dans une grande partie de la littérature, à la fois en hébreu, mais surtout en yiddish. Et je compte bien sur Gilles Rosier demain pour nous éclairer sur ces questions. Il y a là un point de jonction entre la tradition et la modernité, comme il est coutume de le dire, mais surtout entre 2 modèles, celui du shtetl, celui de la communauté, et un désir universel plus vaste. Et puis ensuite, le deuxième bouleversement qui va entrer également en jeu et avoir une influence sur l'écriture est évidemment l'avènement du sionisme, enfin le mouvement sioniste, né là aussi en Europe à la fin du XIXe siècle. Et ce mouvement, ce désir de retour à Sion, va marquer le désir de retour également à une langue, même si l'hébreu ne s'imposera pas immédiatement comme la langue d'évidence d'Israël, étant donné qu'une grande partie des locuteurs
ont pour langue le yiddish, d'autres ont pour langue l'arabe. On invoquera même à un moment donné l'anglais comme langue officielle de l'État. Mais cette attirance vers un renouveau national se double inévitablement d'une attirance pour la langue. Et ça sera le deuxième séisme que va vivre à la fois le peuple juif et ses auteurs, qui va être intégré à la littérature. Le troisième séisme est bien entendu l'extermination des Juifs d'Europe, qui se superpose et qui n'est pas toujours d'ailleurs complémentaire des autres séismes, mais qui les écrase à certains endroits, qui va affirmer un besoin d'une terre pour les Juifs de diaspora, et peut-être aussi un désir de retrouver par la littérature, par la culture, par une interrogation face aux religieux, par une interrogation fortement existentielle, qui va introduire des très grands auteurs. On a évoqué Aaron Appelfeld, on en reparlera ce soir et demain avec Michal Govrin. Cette faille, ce gouffre même dans l'histoire juive, provoquera aussi une interrogation de la langue. Et puis enfin, même si toutes ces chronologies-là, encore une fois, se superposent, la création de l'État d'Israël en 1948 permettra d'affirmer et d'installer une littérature israélienne vivante, avec des auteurs qui sont à la fois les héritiers de toutes ces tragédies, mais aussi qui, pour certains, notamment parmi les auteurs contemporains, voudront se démarquer et ne pas porter le poids de ces séismes, afin de chercher une littérature à la fois très singulière, très personnelle, très intime, et donc tendre à un universel qui ne cherche pas systématiquement à se rattacher aux racines juives ou idéologiques de cette histoire. Alors, je citerai quand même deux textes anciens qui précèdent la littérature israélienne contemporaine et qui sont tout de même des stations importantes dans la création de cette littérature. On a une correspondance publiée en 1790 à Berlin de Meshulam ben Uria Hachtemoy, qui s'appelle Igrot Meshulam, c'est son prénom, et qu'on a longtemps comparé aux lettres persanes de Montesquieu, le genre épistolaire ayant servi de référence pendant de longs siècles en termes de littérature à la fois profane et sacrée, puisqu'il y a eu une tradition d'igrotte, de correspondance, entre les rabbins disséminés aux quatre coins du monde, qui se posaient des questions mutuellement, des questions quotidiennes, des questions de halakha, à savoir des questions juridiques juives, parfois très quotidiennes. Et dans ces questions et ces réponses qui ont été rassemblées, il y a le témoignage d'une vie et d'une vivacité de communautés installées dans tout le périmètre de l'Empire austro-hongrois, plus tard de l'Empire ottoman, des croisements de gens qui, a priori, n'avaient rien à voir, de préoccupations qui étaient très éloignées, mais qui étaient reliées par les questions religieuses. Et puis, on a un autre texte qui est considéré comme le premier roman écrit en hébreu par un auteur juif. Il s'agit d'Abraham Mapou, qui publie Ahavat Tzion à Vilnius en 1853, c'est-à-dire à une époque relativement tardive par rapport à la création du roman, et qui lui-même définit ce roman comme étant une révolution, en ce sens où, jusqu'à présent, aucun roman, selon lui, n'avait été écrit en hébreu. Alors, ce que moi j'ai envie de traverser avec vous maintenant, c'est quelques grands auteurs qui ont marqué l'histoire d'Israël. Et puis ensuite, nous arriverons à nos invités. Et puis nous ferons plus intimement connaissance avec eux. Alors,
Je pense qu'il est impossible de tracer une histoire de la littérature hébraïque moderne sans faire la part belle aux poètes, dont Dory Manor nous parlera bientôt. Tant c'est à partir d'eux que s'est construit le paysage littéraire de la langue renaissante. Jusqu'à il y a une quinzaine d'années d'ailleurs, je pense, la poésie occupait presque mais ça c'est un avis personnel, presque une place prépondérante dans le domaine des lettres israéliens. Sa diffusion dans les milieux populaires a peut-être un peu décru, mais on trouve encore tous les jours ou toutes les semaines dans les suppléments des journaux israéliens tels que Haaretz, le poème de la semaine, parfois en rapport direct avec l'actualité, parfois pas. Sachant que quand je dis que la diffusion dans les milieux populaires a peut-être décru, je pense, et nous en parlerons avec nos invités, que peut-être l'une des difficultés rencontrées par les auteurs israéliens aujourd'hui, c'est qu'ils vivent dans un petit pays d'environ 7 millions d'habitants, donc ils s'adressent à un public relativement restreint par rapport à nous autres en France. L'hébreu n'est pas lu ou parlé ailleurs dans le monde. Et puis, surtout, Israël a la particularité d'être ce pays où une grande partie de la population n'a pas l'hébreu pour langue maternelle. Une partie de la population a l'arabe pour langue maternelle, une autre partie le russe, et puis on a des immigrés, des exilés, des nouveaux immigrants, tels qu'on les appelle, qui viennent de plus de 90 pays, Amérique latine, Éthiopie, France, Allemagne, parfois même d'Inde. Et ce cosmopolitisme est évidemment d'une grande richesse, mais il n'est pas toujours aussi apte à recevoir une littérature écrite dans une langue qui n'est pas maîtrisée. Et je pense qu'il sera intéressant de parler de ce hiatus parfois avec nos auteurs, de se demander avec eux à qui finalement ils s'adressent lorsqu'ils écrivent, puisqu'un écrivain... même s'il est dans la solitude de sa table de travail, au fond de lui, transporte avec lui ses lecteurs, son lectorat, une langue qui est parlée, qui est vivante autour de lui, et aussi un lecteur imaginaire. Donc je serais curieuse de savoir quel est ou quels sont les lecteurs imaginaires de nos auteurs. Néanmoins, la littérature et donc la poésie ont gardé une place prépondérante et toutes les villes israéliennes possèdent leurs rues Bialik, Tchernichovski, Shlonsky, Rachel, Goldberg, Alterman. Et il n'est pas rare aujourd'hui encore d'entendre un chanteur ou une chanteuse israélienne mettre en musique un poème de ces anciens, ce qui confère à la poésie une dimension extrêmement vivante et quotidienne. Alors, parmi les poètes fondateurs, on se doit d'évoquer la première figure de proue de la poésie hébraïque moderne, Chaim Nachman Bialik, qui est né en Volhynie en 1873 et qui fut à la fois l'acteur et le témoin de ce bouleversement de l'histoire juive moderne que j'évoquais, l'éloignement de la pratique religieuse, voire son rejet, souvent au profit d'un engagement révolutionnaire, communiste, socialiste ou sioniste. Il a rapidement été classé le poète de la Renaissance hébraïque et il quitte sa Russie natale en 1924 lorsque la dictature bolchevique lui interdit l'usage de l'hébreu. Il part alors pour la Palestine mandataire, alors sous mandat britannique, et il y meurt 10 ans plus tard. Il y a une très belle biographie qui lui a été consacrée par sa traductrice française Ariane Ben-David aux éditions Aden, que je vous conseille vivement, et dans laquelle elle nous dit « Il a passé sa vie entière dans la quête d'un dialogue avec le ciel, sachant pertinemment que ce dialogue s'était tu à jamais. Il a été le porte-parole simultanément fidèle et sévère de cette génération, à la croisée des chemins, qui cherchait, dans un monde en pleine mutation, un nouvel idéal. Ce qui le rend si attachant est que, malgré ses convictions,
et la constance avec laquelle il les a défendus. Rien chez lui ne s'est jamais mué en certitude absolue. Alors, aux côtés de Bialik, on trouve Shaul Tchernichovski, qui, lui, est fortement imprégné de culture grecque antique et d'une vision romantique, nietzschéenne, diront certains, de la relation entre l'homme et la nature. Il a traduit en hébreu, entre autres, l'Iliade et l'Odyssée, le banquet de Platon et le malade imaginaire. Ce médecin parlait couramment l'allemand, le français et l'anglais. Outre ses 2 langues natales et acquises, le russe et l'hébreu, il est né en Crimée, il a vécu à Constantinople puis à Berlin, avant de s'installer en Palestine lui aussi en 1934. Dans ses premiers poèmes, il glorifie les héros juifs antiques, la beauté des femmes tatares, des thèmes qui firent alors sensation et qui choquèrent aussi parfois. Je le cite ici, il nous dit « Je crois toujours en l'avenir, fût-il lointain, où mon peuple refleurira, où une nouvelle génération se lèvera, unie à la terre, dont les chaînes seront enlevées, et qui verra la lumière face à face, qui vivra, qui aimera, qui agira, qui créera. » Alors, ce qu'on peut remarquer déjà avec Shaul Tchernichovski, c'est ce frottement entre les cultures qui a été, je pense, extrêmement unique dans l'histoire et fécond. Une grande part de la renaissance de l'hébreu est passée par la poésie et le roman, bien sûr, mais aussi par la traduction. C'est-à-dire qu'en quelques années, des poètes, des écrivains ont appliqué cette phrase de Stefan Zweig, qu'il me semble avoir citée l'été dernier ici même, où il disait que tout écrivain devrait passer par la traduction, car il faut d'abord torturer sa propre langue avant de pouvoir écrire. Et torturer sa propre langue, c'est lui faire dire ce qu'elle ne dit pas spontanément, ce qui n'était pas inscrit en elle. Traduire l'Iliade ou l'Odyssée en hébreu, traduire Molière, traduire, nous le verrons plus tard, Mallarmé en hébreu, c'est une façon d'établir une rencontre totalement improbable entre des langues qui n'ont pas les mêmes racines, qui n'ont pas les mêmes structures, qui n'ont pas les mêmes fonctionnements. Et je pense que nous verrons à travers les auteurs que je vais évoquer ici et à travers nos invités, et je pense que ce travail de traduction fait partie de manière intégrante de la littérature israélienne et du paysage littéraire. Et en ce sens, on est très proche de traditions qu'on a connues en Europe dans les années 20, dans les années 30, à travers justement des gens comme Zweig ou Romain Rolland. Aujourd'hui aussi encore, on trouve en France des écrivains traducteurs, mais c'est une tradition qui s'est un petit peu perdue. Or, en Israël, elle perdure, et ce métissage me semble extrêmement fécond. Et nous verrons de quelle manière il est à l'œuvre à travers les différentes langues de nos auteurs. Alors, la relève de Bialik et Tchernichovski est assurée par un certain Avraham Shlonsky, qui lui est né en Ukraine avec le XXe siècle, dans une famille juive chassidique, donc de ce mouvement mystique juif que nous pourrons évoquer avec Michal Govrin, et qui connaît bien ses codes, ses secrets, ses replis, ses moyens d'expression. Mais Shlonsky avait aussi une mère qui militait dans le mouvement révolutionnaire russe et qui l'a poussé à partir en Palestine, où il s'est installé dans un kibbutz en 1921. Alors lui a traduit en hébreu des dizaines d'ouvrages classiques et modernes, les principales œuvres de Pouchkine, 2 pièces de Shakespeare, Hamlet et le roi Lear, et Colas Brognon de Romain Rolland. Il a traduit également le théâtre de Tchekhov, de Gogol, des nouvelles d'Isaac Babel. Et pendant de longues années, il s'est consacré à l'édition. Il a lancé et dirigé des revues littéraires hebdomadaires, Ketuvim, Turim, Itim.
une importante revue trimestrielle littéraire, Horlodine, et il compte parmi ceux qui, depuis les années 20 et jusqu'à sa mort en 1943, se sont inlassablement efforcés de dévoiler de nouveaux champs linguistiques et spirituels. Il voulait aider à la création d'une grande littérature capable d'exprimer les changements profonds qui révolutionnaient la vie de son peuple, tout en conservant un sens de l'intime et de l'universel dont témoignent ses poèmes. Alors, aux côtés de ces poètes et traducteurs, on a deux pères qui sont les incontournables sur le plan romanesque et qui sont d'un côté Shai Agnon et de l'autre Yosef Chaim Brenner. Alors, quand on prononce les noms d'Agnon et Brenner, on a vraiment les titans, les pères, ceux qu'on essaie d'imiter ou dont on s'éloigne, car tous les mouvements qui ont été ceux de la littérature en France depuis le XVIIIe siècle se sont condensés en quelques décennies dans ce paysage littéraire en mutation constante qui a connu, je crois, vraiment de manière accélérée en quelques décennies des siècles d'évolution. Donc pour pouvoir évoluer, se démarquer, entrer dans la modernité, il faut des classiques. Et le premier de ces classiques est donc Shai Agnon, le monument de la littérature israélienne, prix Nobel de littérature. À ce jour, c'est le seul prix Nobel de littérature israélien qu'il a obtenu en 1966, ex aequo avec Nelly Sachs. On cite régulièrement d'autres noms, tels que Amos Oz ou Aaron Appelfeld. Mais pour l'instant, c'est le seul à avoir obtenu cette reconnaissance. Alors, Shai Agnon a une maîtrise de la langue et des différentes formes littéraires qui est absolument époustouflante. Il est né à Boutchach, et puis ensuite il a émigré en 1908 à Jaffa, avant de repartir à Berlin, où il a rencontré son éditeur mythique, l'éditeur Schocken, auquel on pourrait consacrer une pleine conférence, qui est, si on veut faire un parallèle, l'équivalent de Gallimard en France. Et il est retourné s'installer à Jérusalem définitivement en 1924. On pourrait dire qu'on croise dans ses romans et ses nouvelles des personnages à la Chagall, des voyous dignes des bas-fonds les plus obscurs d'Odessa, des chiens errants et symboliques, des colporteurs malins, des professeurs d'université torturés par leur sens, des vieilles femmes très sages. Je pense souvent à son roman « Tehila », où il fait part d'une croyance juive profonde qui considère que chaque être humain a un certain nombre de mots à prononcer ici-bas. On arrive sur Terre et on a un nombre de mots qui nous est attribué et qu'on est censé prononcer tout au long d'une vie. Et on s'éteint une fois qu'on a prononcé cette somme de mots. Donc, en général, Aaron Appelfeld profite de cette croyance pour expliquer son laconisme et son désir de se taire et de rester dans le silence, afin d'allonger ses jours, comme le dit une expression hébraïque. Et normalement, je devrais bientôt me taire aussi en pensant à ça, mais je vais continuer à prendre quelques risques en allant au bout de cette présentation. C'est philosophique, oui. Comment ? Non, vous pouvez intervenir. Hein. Ah, il suffit de dire toujours les mêmes. Je ne sais pas si la répétition est comptabilisée. Il faudrait qu'on pose la question. Mais je trouve en même temps fascinant que cette idée de la parole comptée soit reliée à la vie. On sait bien qu'un texte célèbre qui a pris le relais de la Bible ou de l'Ancien Testament commence par « au commencement fut le Verbe ». Et ce rapport à la langue induit une vitalité,
un rapport qui est celui de la vie ou de la mort. Et je crois qu'on retrouve ça aussi chez Agnon, dans un désir de peindre une fresque inépuisable qui va des paysages de son enfance jusqu'à ceux d'Israël, qui manie l'érudition, qui manie la dérision, la tendresse, la foi et le doute. Et Agnon a réussi à faire cette jonction avec d'autres entre l'exil et le retour à Israël, entre un monde juif perdu ou englouti et un monde israélien naissant. Il a réussi à se tenir à cette lisière-là, avec une langue qui empruntait beaucoup à cette intertextualité que j'ai évoquée tout à l'heure, et qui le rend difficilement traduisible et compréhensible, même si de nombreux écrivains ou traducteurs se sont attelés à cette tâche, et qu'il faut le faire, il faut continuer de traduire Agnon. Personnellement, je me demande toujours comment on peut saisir ces échos dont je parlais tout à l'heure, ces shibbutzim. Il fait partie de ces auteurs qui, à mon sens, perdent quelque chose à la traduction. Alors que nous avons d'autres auteurs qui, dans leur vision de la langue et leur approche de la langue, nous permettent peut-être une accessibilité plus grande. Alors, j'avais encore, mais on a commencé un petit peu tard et je ne veux pas qu'on prenne de retard sur le programme, quelques auteurs à évoquer ici avec vous. On n'aura pas le temps d'aller jusqu'au bout, mais puisque je veux prendre le temps d'expliquer qui nous allons rencontrer, qui nous allons écouter. Mais je voudrais tout de même dire que la littérature israélienne, très souvent en France, est considérée systématiquement comme une littérature engagée parce que le sujet Israël, parce que la dimension politique, la dimension conflictuelle prend parfois le pas sur le regard qu'on peut porter sur ce pays, ou sur sa littérature, ou sur son expression artistique en général. Alors, bien évidemment, les déchirures que traverse Israël depuis sa création, les guerres, le conflit très très long avec le peuple palestinien pose question. La ligne de démarcation entre le religieux, le profane, crée aussi d'autres sources de tension. Et donc, on a tendance, notamment parce qu'on connaît très bien en France trois grands noms, Amos Oz, Aleph Bet Yehoshua et David Grossman, fondateur du mouvement La Paix maintenant. On a tendance à assimiler la littérature israélienne à une littérature systématiquement engagée. Elle l'est, elle peut l'être, les êtres peuvent l'être aussi. Mais je crois qu'il y a aussi une revendication à la singularité qu'on trouve chez d'autres auteurs tels que Orly Castelblum ou Edgar Keret ou Zerouia Chalev, qui abordent les questions du couple, de l'intime, de la transmission de génération en génération, des cassures qui peuvent exister d'une génération à l'autre. Et je pense que c'est important, lorsqu'on aborde les auteurs israéliens, de les recevoir dans leur contexte qui n'est pas uniquement celui de la guerre, dans leur réflexion en tout cas, qui n'est pas uniquement celle-là. Alors, aujourd'hui, nous allons très bientôt, lorsque j'aurai donc prononcé le nombre de mots impartis pour l'heure, nous allons aller à la rencontre de Dori Manor, qui, lui, est poète, un poète né à Tel Aviv en 1971. Alors, les auteurs que nous avons invités ici sont des auteurs avec des parcours extrêmement riches, variés et des regards très différents. Mais ils ont incontestablement un point commun, c'est qu'ils parlent tous français. Alors c'est assez rare dans des rencontres littéraires consacrées à une littérature étrangère d'inviter des auteurs qui parlent français. Je ne sais pas si c'est un hasard ou pas, je pense que la connaissance que j'ai d'eux et le lien que j'ai avec eux passe par ça aussi.
ce sont tous des gens qui, à un moment donné, ont fait le voyage vers la France et, à leur manière, sont une passerelle entre le français et l'hébreu. Et en ce sens, il m'a semblé qu'il serait intéressant de les mener à la rencontre de vous, de ce public voilà, attentif, intelligent et curieux. Parce que je pense que même si on sera heureux d'entendre l'hébreu résonner, la discussion directe, l'approche directe par le français permettra une intimité peut-être plus grande. Et donc, Dory, que nous allons rencontrer dans quelques minutes, lui, est un jeune prodige. Je me souviens très très bien du jour où je faisais mon service militaire en Israël, puisque j'y ai vécu 8 ans et pendant 2 ans, j'ai accompli ce service militaire obligatoire pour les filles et pour les garçons. Et je me souviens du jour où un ami très cher et très cultivé déjà à l'époque m'a dit tu sais, il y a quelqu'un de notre âge qui a traduit les fleurs du mal en hébreu. Et donc c'était une grande excitation. Ces traductions ont été publiées dans Haaretz, dans le journal Haaretz, l'équivalent du Monde en France. Et c'est ainsi que Dory est entré sur la scène littéraire, d'abord en tant que traducteur, puis 1 an plus tard, en tant que poète lui-même. Alors il est ensuite venu en France, il s'est installé à Paris à l'âge de 23 ans et il y a passé 10 ans. Donc on verra avec lui pourquoi d'abord, pourquoi traduire les fleurs du mal à 18 ans, pourquoi faire ce choix, comment quelqu'un dont l'hébreu est la langue maternelle sent soudain une attirance pour ces vers-là, pour cette langue-là. Et comme beaucoup de nos auteurs et des quelques auteurs mythiques que j'ai évoqués ici, Dory n'a pas qu'une casquette, comme on dit vulgairement en français. Il est à la fois traducteur, poète, et il dirige aussi une revue, O, qui est une revue extrêmement exigeante, publiant à la fois de la prose et de la poésie, et qui est à la fois à la recherche de contenus et de voix nouvelles, modernes, mais avec une recherche formelle extrêmement classique. Et donc, Dory est connu pour être un ardent défenseur de la rime. Donc, ces poèmes ont été traduits en français, mais non encore publiés. Nous vous en offrirons une lecture dans quelques minutes. Et je pense que pour nous, rencontrer le traducteur de Mallarmé, mais aussi de Voltaire, de Flaubert, de Descartes en hébreu, c'est une chance de découvrir ce cosmopolitisme qui est encore à l'œuvre en Israël. Ce qui unit nos auteurs, c'est qu'ils sont tous nés en Israël également, mais ils ont des racines par leur famille qui plongent à Berlin pour Dory, en Pologne pour Michal Gowrin, que l'on rencontrera demain et après-demain, et avec qui j'aurai la joie de discuter. Michal se situe à un autre endroit de l'histoire de la Renaissance, de cette littérature-là, d'abord par son histoire familiale. Elle est à la fois, pour le dire vite, la fille du sionisme et de la tentative d'extermination des Juifs d'Europe par son père et par sa mère. Son père est un pionnier, a été un pionnier et un grand membre du mouvement sioniste, ministre sous Ben Gurion. Et sa mère a été déportée et a porté en elle la flamme de la survivance. Et Michal est issue de ces 2 axes, de ces 2 pôles qui pourraient paraître totalement écrasants, voire terrifiants. Et elle s'en saisit d'une manière qui lui est propre. Et je crois savoir qui lui est propre, c'est-à-dire en parvenant à faire la synthèse et en n'étant pas uniquement le porte-parole ou le porte-voix de ces histoires-là, mais en s'appropriant cette histoire, en y incluant l'Israël moderne. Et je crois savoir, disais-je, que son détour par la France et sa rencontre avec Jacques Derrida notamment ont été des déterminants
dans la voie qu'elle a réussi à forger pour pouvoir écrire cette histoire. Donc nous dialoguerons ensemble. Moi, j'ai rencontré Michal par la grâce d'une traductrice, d'une demande de traduction faite par Sabine Vespizer il y a quelques années. Elle souhaitait que je traduise son roman sur le vif, Evzekim en hébreu. J'avais une autre traduction prévue à ce moment-là, et puis j'ai répondu à Sabine, je vais lire les premières pages et puis je vais voir ce que je peux faire. J'ai lu les premières pages et j'ai été totalement captivée par ce texte qui se passe en Israël pendant la première guerre du Golfe en 1990, qui commence en tout cas à ce moment-là, et qui faisait écho de manière saisissante à un texte que moi-même j'avais écrit sur cette période. Alors, je profite de ces quelques phrases sur Michal pour dire que deux des auteurs que j'ai traduits sont ici présents, Michal et Moshe Sakal, que nous rencontrerons également ce week-end. Et il n'était pas question pour moi de dire je fais venir mes auteurs ou mes copains, parce que c'est plus simple, mais parce que je crois que les rencontres avec chacun d'entre eux ont été pour moi d'une grande richesse dans mon parcours littéraire. Alors on pourrait se dire oui, mais là ça reste quand même un sentiment égoïste, mais j'ai eu l'intuition que je pouvais partager cela avec vous, que je pouvais partager cette façon qu'ils ont d'être au monde et qui est totalement israélienne, totalement inscrite dans ces villes, Tel Aviv, Jaffa, Jérusalem, dans ces pierres, dans ces paysages de sable qui les ont vus naître, dans ce pays chaud, dans ce pays rempli de tensions, et que, encore une fois, chez chacun d'eux, le contact avec la France a introduit un canal qui fait qu'ils nous enrichissent, et nous enrichiront, je pense, par ce qu'ils nous diront d'eux, mais aussi par ce qu'ils nous diront de nous. Et pour moi, la rencontre ne peut être que dans un jeu de miroir, que dans un jeu d'écho entre ce qui nous est étranger, mais aussi ce qui nous est familier. Et c'est cette étrange familiarité, on ne va pas aller du côté de Freud, mais que je pense on découvrira avec Michal, avec Moshe Sakal, qui lui est romancier, parlant parfaitement français, ayant étudié en France pendant 6 ans, et dont la famille puise, elle, ses racines, non plus à Berlin ou en Pologne, mais à Damas et au Caire, et qui s'inscrit donc dans une histoire proche orientale qui a connu autre chose que les soubresauts tragiques de ces dernières années en particulier. Voilà, il faut imaginer un Proche-Orient du temps de l'Empire ottoman où on pouvait circuler de Damas au Caire en passant par Jaffa. Alors, il ne s'agit pas pour moi d'idéaliser une période que je n'ai pas vécue et que je n'ai pas connue, mais est-ce un signe? Mais je pense que Moshe Sakal, sans idéaliser non plus cette période, à travers notamment son roman Yolanda, a permis de casser quelque chose qui s'est trop inscrit dans les esprits et qui est une vision du Proche-Orient uniquement nationaliste, forgée à partir des frontières et à partir des oppositions. Lui transgresse ces oppositions, puisqu'elles sont inscrites dans son histoire familiale. Et c'est par cette transgression nécessaire, par ces allers-retours entre les frontières aujourd'hui, les frontières égyptiennes ou syriennes, qu'il permet une forme de synthèse qui me paraît être au plus près finalement de l'histoire de cette région. Et puis nous aurons la chance de rencontrer un autre auteur qui lui n'est pas né à Tel Aviv ou à Jaffa, mais qui est né à La Tronche, près de Grenoble. Il s'agit de Gilles Rosier, écrivain, traducteur lui aussi du yiddish. Il a longtemps dirigé la Maison de la Culture Yiddish à Paris, aujourd'hui éditeur. Et Gilles nous fait l'amitié et l'honneur de venir nous parler de cette langue du yiddish, qui est restée
je ne veux pas parler à sa place, mais qui s'est trouvé à la fois en rivalité, on va dire, et en complémentarité avec l'hébreu. Et il nous parlera de ces auteurs qui ont tenu à résister à leur manière avec la langue yiddish en Israël même. Et puis, je ne sais pas si vous le savez déjà, mais nous devions avoir la présence de Dror Michani, qui est éditeur, traducteur également, et auteur de polar, et qui malheureusement n'a pas pu répondre à notre invitation au dernier moment pour des raisons personnelles et qui nous ont attristés, à la fois pour lui et pour nous. Donc il s'en excuse bien sûr. Moi, ce que je trouvais intéressant dans ce panel d'auteurs, c'était de faire ce qu'on va faire, mais de terminer avec lui et d'aller à la fois dans des zones qui sont moins habituelles pour le lecteur français de littérature contemporaine israélienne, des zones qui vont vers la poésie, vers une littérature qui, comme je l'ai dit, avec Moshe Sakal, brasse des histoires proche-orientales très fortes, qui, par Michal Bovrin, nous amène vers une littérature dont la pensée juive forme aussi un socle important. Et il me semblait que le genre du polar, qui n'est pas forcément ce qu'on attend le plus lorsqu'on va vers la littérature israélienne, pouvait permettre d'offrir une autre facette. Mais nous aurons droit, grâce à Dominique, à une conférence passionnante là-dessus, parce que je sais qu'elle est elle-même passionnée de polar et qu'elle a une connaissance de cette littérature-là qui va, je pense, faire nos délices et notre bonheur. Alors, il est 4h02. Et j'espère ne pas avoir trop débordé. Et donc, je vous remercie beaucoup de votre écoute. Je déclare le banquet ouvert avec beaucoup d'émotion et de joie. Et puis, je vais inviter Dori Manor à me rejoindre sur scène pour faire une lecture croisée de ses poèmes avant de l'écouter brasser un panorama de la poésie israélienne sur cet arbre sans tronc, comme il l'a appelé. Et puis, à un moment donné, j'échangerai ma place avec Gilles Rosier, qui participera à cette lecture, puisqu'il a traduit certains des poèmes de Dori. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention.